Lorsqu'on réalise une installation en atelier comme la mienne, il faut la tester. Donc la tester avant d'arriver en chantier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tester les différentes fonctionnalités en branchant des batteries, régler les différents paramètres et voir si j'ai une erreur, une incompréhension, si ce que j'ai vu sur les docs techniques constructeurs correspond avant d'arriver sur place pour éviter les petits tracas et puis éventuellement s'il y a des produits à changer, des relais qui ne marchent pas, je les change tout de suite. Sur l'ensemble de l'installation ici, on a absolument tout ce qu'il faut pour contrôler, pour mesurer et pour protéger. On va faire le tour un petit peu des différents éléments et on va voir qu'en mettant en service, on a beaucoup de petites mesures à faire en atelier. Il y en aura d'autres encore à faire sur place. Alors j'utilise deux petites batteries 12 volts que je mets en série pour avoir du 24 volts, ça va me permettre de tester l'installation. Mais comme elles ne sont pas en très bon état, je les maintiens chargées avec un chargeur à côté qui fait aussi alimentation stabilisée. Mais stabilisée, on ne peut pas la faire varier. Donc moi ça me permet de les recharger, c'est pratique pour moi. Et quand je vais débrancher l'alimentation, la tension va peut-être chuter si les batteries ne se maintiennent pas. Ça va me permettre de tester les alarmes tension basse. Mais si ça ne marche pas, je mettrai une alimentation stabilisée que j'ai et je réglerai au 0,1 volt près pour voir ce qui se passe. Ça va me permettre de vraiment régler les seuils de tension. Pour l'instant, je fais comme ça. Donc à la mise sous tension, on a le contrôleur batterie qui s'allume, tant que le sectionneur batterie n'est pas mis en marche. Celui-ci nous demande de régler la capacité batterie, donc on va le faire. Donc moi j'ai une batterie de 375 ampères-heure, mais je vais mettre 300, 350 pour avoir une petite marge. Voilà. Et ensuite, il m'indique qu'on est à 25,77. J'ai pas remis mon alimentation stabilisée, mais je vais pas tarder. 0 ampère, c'est normal, 0 watts. Et il va falloir lui régler quelques paramètres internes. Donc la batterie c'est fait, le chargeur, donc faut mettre, moi je mets 27,4 à peu près. C'est la tension de floating, un tout petit peu moins. Je lui dis qu'il faut que les batteries soient au moins qu'on ait un courant de moins de 1% de la capacité, c'est-à-dire ici 3,5 ampères. Pendant 3 minutes, alors on peut mettre 5 minutes, c'est très bien. Il faut mieux l'empêcher de se mettre à 100% le plus possible pour éviter qu'on ait des erreurs de mesure. Il s'initialise quand c'est vraiment à 100%. Le rendement n'est pas à 95%, mais plutôt à 85%. Voilà. Et puis le reste, le 0 est bien réglé, la synchronisation. Le reste, ce sont des paramètres d'alarme. Donc moi, je vais régler le relais sur le mode standard, donc par défaut, il est très bien, et je vais inverser le fonctionnement du relais. Très important, puisque moi, mon relais doit être fermé au-dessus d'un certain pourcentage, alors que d'habitude, on a tendance à fermer le relais en dessous d'un certain pourcentage. Donc le paramètre 12, pardon. Voilà, 12 est inversé. Le délai minimum de fermeture et le délai de temps de fermeture du relais. On peut lui mettre quelques minutes pour éviter que ça fasse du yo-yo. 14 et 15. Une minute, c'est bien. Chez moi, j'ai mis un peu plus de 5 minutes. Mais ça s'adapte en fonction du fonctionnement de l'installation. Le déclenchement en fonction du pourcentage. Lorsque le pourcentage de l'état tombe en dessous de cette valeur, le relais sera oui. Donc moi, c'est un relais inversé. Donc le pourcentage, il va être très élevé. Je le mets à 90%. C'est relativement élevé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à 90% dans les batteries, on n'autorise pas à faire de l'eau chaude. Une fois qu'on commence à descendre, quand on est au-dessus, on autorise à faire de l'eau chaude. Et quand on descend en dessous d'une certaine valeur, on arrête on priorise de la charge des batteries. Donc moi, je vais mettre 85. Voilà, je lui dis 85% et 90%, ça me va. Donc au-dessus de 90%, il m'autorise la charge. Et en dessous de 85%, il m'autorise l'eau chaude. Et en dessous de 85%, il priorise la charge. On va passer tout de suite à la partie alarme. Pour l'alarme, je vais régler l'alarme rapport à un pourcentage donné et rapport à une tension donnée. Donc on est en 33, 34, 35,
36. Et puis je vais mettre la tension haute aussi. Donc on commence à 33. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Hein. Mais là, comme je reparamètre tout, alors en dessous de 40%, c'est assez critique. Ça s'arrête quand c'est au-dessus de 50%, c'est bien. Ensuite, la tension basse. Pour moi, la tension basse, elle est à 22,8. On va mettre 22,9. C'est déjà pas mal. Et on arrête quand on est à 24. 24,2. C'est pour éviter que ça sonne tout le temps non plus. Tension haute, au-dessus de 32. Ça, on est en 24 volts. Tension basse, on reprend la tension quand on est à 30. Voilà. Et ensuite, ça devrait être bon. Voilà, c'est paramétré. Lorsqu'on met sous tension installation avec le sectionneur batterie et en enlevant le coup de poing ici, hop, on a l'enclenchement de notre résistance qui se fait directement parce que on a une horloge qui est programmée là-bas pour la mettre en marche automatiquement à une heure donnée, mais je ne l'ai pas encore programmée. Parce que l'onduleur chargeur qui est là, chargeur solaire, il est incapable de charger les batteries en dessous de 120 volts au niveau des panneaux solaires. Donc pendant ces périodes-là, c'est-à-dire le matin et le soir, à peu près 2 heures le matin, 2 heures le soir, je fais fonctionner la résistance. Donc il va y avoir une tension variable et donc une puissance variable. Et à partir d'une certaine heure, j'autorise le chargeur à fonctionner. En tout cas, j'enlève la résistance, sauf si l'eau est froide. Sauf si l'eau est froide et que, bien sûr, le pourcentage batterie est suffisant. Donc, c'est normal qu'il soit en marche ici. Là, sur le boîtier, on a deux voyants, deux boutons poussoirs pour enclencher les résistances électriques manuellement. Donc, la première, elle est déjà enclenchée. Et la deuxième, ça permet de tester, et quand on est en situation avec les panneaux, on verra sur place, on a la tension et le courant qui montent. Ça permet de vérifier le bon fonctionnement des deux résistances. C'est assez pratique. Enfin, j'ai eu le cas dans d'autres installations où il fallait mettre le voltmètre, il fallait faire plusieurs mesures et se rendre compte que quand ça marche ou quand ça marche pas. Alors que là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais dessiner sur les cadrans les emplacements, les valeurs nominales pour que le client il puisse se dire si c'est normal ou pas. Pour le déclenchement de ces relais, on a un petit appareil ici de chez Rose. Il y a un i quelque part, mais je crois que c'est Rose. On achète ça sur Amazon à 30 € à peu près. C'est un mesureur de seuil de tension. Et lorsque... alors là, tel qu'il est câblé à l'intérieur, je l'ai prévu pour que quand il dépasse une certaine tension, il ferme un relais. Il ferme son contact qui enclenche le relais d'à côté pour permettre à la deuxième résistance de se mettre en marche. Alors, pour le tester, il est déjà réglé. C'est pas trop dur. Je vais mettre le chargeur sur les batteries, parce que là, on a un parc batterie qui est à 24 volts. Moi, je l'ai réglé approximativement à 27. Donc, je branche le chargeur ici. On va monter assez vite et on va l'entendre. J'ai réglé à 27, mais il y a une tempo. Il faut que ce soit au-dessus de 27 volts, 27,5. Voilà, il s'est mis en marche. Il y a une petite tempo sur le réglage ici, parce que j'ai déjà essayé en instantané, mais ça fait du yo-yo, parce que en fonction de la source d'énergie, si la tension de batterie n'est pas clairement en train de monter, eh bien ça s'allume, ça s'éteint. Alors que là j'ai mis sur 10 secondes. Et puis quand on débranche, parce que là on est à 29,5, on est clairement batterie chargée. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça s'est coupé. L'autre réglage que je fais sur ce système, c'est le réglage de l'onduleur. L'onduleur principal qui est un onduleur Studer et qui a la capacité d'être très économe lorsqu'il est en veille. En l'occurrence, là, il y a un petit voyant, vous allez voir quand je vais enlever la lumière, qui clignote vert. Voilà. Tant qu'on ne consomme pas d'énergie, il reste en vert. Il clignote. Et on a une très faible consommation pendant cette période, qu'on va mesurer tout de suite sur le contrôleur batterie. On est à 12 watts. Donc là, c'est la consommation de l'onduleur, plus le relais, plus les horloges. Alors, pour vérifier que c'est bien
uniquement l'onduleur. Je vais couper le 12 volts là. Voilà. Voilà, on est quasiment à 0. Le contrôleur batterie n'arrive pas à mesurer. Lorsqu'on règle la mise en veille de cet onduleur, on a un petit réglage à l'intérieur, là, un petit potentiomètre blanc et bleu qu'on tourne. Alors, il faut le faire quand il y a un appareil. Et ça règle la puissance à partir de laquelle l'onduleur démarre. Si on met au minimum, eh bien l'onduleur reste allumé. C'est ce qu'on va faire. Je vais tourner à gauche. Voilà, il est allumé. Et pendant cette période où il est allumé, on peut aller voir la consommation de l'onduleur. On est à 12 watts. 11 watts. C'est très très faible. Pour un onduleur de cette taille, c'est un 2300 watts. Alors je le règle où il était. Toc. Il faut lui laisser quelques secondes. Voilà. Il se remet en veille. C'est très très précis. C'est vraiment au 0,1 watt près. Ici, j'ai quelque chose qui s'appelle Remote Control. Alors, vous étonnez pas, c'est un petit peu sale parce que c'est un onduleur d'occasion, mais qui a été totalement refait à l'intérieur. Il y a 2 petites cosses, et c'est original sur cet onduleur-là parce que habituellement sur les onduleurs où il y a une télécommande comme ça, il faut que les 2 cosses soient reliées pour que l'onduleur marche, et que via un interrupteur ou via un shunt, et que le contact soit défait, donc interrupteur ouvert, pour que l'onduleur s'éteigne. Et bien là, c'est le contraire. Si on les enlève, l'onduleur est allumé, et si on les met, l'onduleur s'éteint. Donc moi, j'ai relié ces 2 contacts-là au coup de poing, qui est ici. Donc là, il n'y a pas que le coup de poing, il n'y a pas que l'onduleur, il y a aussi le 12 volts. Donc j'ai toute l'alimentation 12 volts qui est sur le coup de poing et l'onduleur. Et donc il a fallu mettre un contact à ouverture et un contact à fermeture. Donc quand on appuie, l'onduleur s'éteint. Là, on va aller voir, il est éteint. Il n'est pas en défaut, il est juste éteint. Et quand je remets le coup de poing, hop, il va redémarrer. Voilà, donc le coup de poing, il coupe le 220 et le 12 volts. Je rebranche le 12 volts, voilà. Et on voit bien à nouveau la consommation des relais. Alors, il faut bien se dire que là, on est dans un état où, normalement, il fait jour. Je n'ai pas fini de régler l'horloge. Donc, normalement, on n'a pas cette consommation-là, tant qu'il n'y a pas de soleil. Les 2 horloges qu'il y a là sont numériques, donc il faut prendre la petite notice pour régler les plages horaires. C'est un petit peu laborieux, parce qu'il y a tous les jours à régler. C'est les 2 mêmes, sauf qu'il y en a une qui est en 220 à droite et une qui est en 12 volts. Celle qui est en 220 gère l'appoint électrique via le réseau calé sur les heures creuses. Et celle qui est à gauche, elle gère la gestion de la marche forcée de la résistance solaire le matin et le soir. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors là, il manque un disjoncteur, je le mettrai plus tard. On a un disjoncteur magnétothermique. À gauche, on aura un différentiel, un compteur d'énergie, le fusible 12 volts, la mesure de tension, les 2 relais. Il y en a un qui sert pour la résistance 1 et la résistance 2, les horloges. Sur la partie du bas, on a un compteur sur la partie réseau. Là, on est sur toute la partie réseau. Un compteur d'énergie, un disjoncteur pour le chargeur. Ceci est un chargeur, c'est un onduleur chargeur. Un disjoncteur pour la résistance électrique d'appoint. Le contacteur de la résistance électrique. Différents relais. Alors, il y a un relais qui sert ici pour empêcher le fonctionnement solaire quand l'EDF est en marche. Sur la résistance électrique numéro 2, puisque c'est la même qui sert pour le solaire et pour le EDF. Il y a un basculement de l'un à l'autre. Le deuxième relais, il sert pour couper la terre. Ça, c'est important. C'est-à-dire que cet onduleur chargeur n'est pas équipé de relais de terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sortie d'onduleur, sur la partie output, il faut mettre le neutre à la terre pour que le régime de neutre corresponde à l'installation et que le disjoncteur différentiel fonctionne. Sauf que lorsqu'on fait ça, au moment où on ponctionne de l'énergie sur le réseau, on transfère l'énergie de l'entrée vers la sortie de l'onduleur, et ce fameux raccord à la terre fait disjoncter le réseau. Donc pour éviter ça, au moment où on branche le réseau sur l'entrée de l'onduleur, il faut qu'il y ait un relais qui coupe la mise à la terre. Donc pendant les quelques secondes où il mesure le réseau et qu'il se passe sur le réseau, il n'y a plus de mise à la terre, mais on est obligé parce qu'il n'en est pas équipé à l'intérieur.
Ensuite, on a un fusible pour les résistances électriques, donc c'est du 320 volts qui est dedans. Un inverseur de source qui permet de choisir pour cette fameuse résistance, la deuxième résistance, si elle est sur la source solaire ou EDF. Donc là par exemple en haut elle est sur EDF, là c'est coupé, là c'est sur le solaire. Donc en gros c'est la position été-hiver. Est-ce qu'on fait fonctionner la deuxième résistance sur le solaire ou est-ce qu'on le fait sur le EDF? On peut être très souvent en mode hivernage et on fonctionne qu'avec la première résistance sur le solaire et la deuxième se déclenche sur EDF. Ça pose pas de problème. Mais si on veut exploiter le solaire à fond, on se met comme ça. Et puis, disjoncteur différentiel et magnétothermique de cet onduleur-là. Donc cet onduleur, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les onduleurs hybrides. Donc il va falloir le paramétrer. Alors tel qu'il est là, il est éteint. On l'utilisera toujours comme ça, puisque c'est les panneaux solaires ici qui vont l'allumer. Il va s'allumer automatiquement, et dès qu'il s'allume, il consomme une dizaine de watts, et il se met à faire régulateur MPPT. Ce qui est intéressant, c'est qu'il monte jusqu'à 500 volts, donc on peut travailler sur des tensions assez élevées, et on peut s'en servir pour la résistance électrique sans problème. Donc quand on l'allume ici, il y a son petit écran qui se met en marche là. Toc, 220 volts. Il attend qu'il y ait les panneaux solaires qui se mettent en marche, mais c'est pas le cas, il n'y a pas de soleil. Et puis bah, il faudra que je le paramètre pour régler le mode de charge, le courant de charge, qui lui enlever les bips. Je sais pas s'il y a encore les bips. Non, il n'y a plus les bips, on n'entend plus bip. Tiens, là on tombe à 22,2 volts, donc ça tombe bien, je voulais tester ça. Le contrôleur batterie affiche que ça descend très très vite. On est exactement dans le cas que je prévoyais tout à l'heure, parce que mes batteries ne sont pas raccordées, enfin le chargeur n'est pas raccordé aux batteries. Donc on a bien une alarme qui s'est mise en marche, et a priori l'onduleur est censé être en défaut là. Oui, voilà. Notre onduleur s'est éteint, parce que lui, son seuil à lui c'est 22,8. Donc on voit que tout se met en sécurité, ce qui est très bien. Je vais couper ici, et couper le sectionneur, et la tension va remonter. Voilà, 22,2. Et je vais pouvoir remettre le chargeur. Bon, je voudrais faire un petit aparté là sur la partie onduleur hybride. C'est la suite un petit peu, vu que je le réutilise. Moi, je le réutilise que en chargeur solaire. J'avais constaté ça notamment dans la vidéo de la roue à Auger, où c'est l'appareil que j'ai utilisé là-bas. On a une tension en entrée. Donc là, j'ai allumé l'onduleur, il n'y a aucun panneau solaire de branché et il détecte 60 volts en entrée. Je pense que c'est un défaut de l'appareil. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit de construction parce que je lui ai rien fait de particulier à part lui envoyer du courant continu. Et en fait, quand l'onduleur est allumé, il génère lui-même un courant continu qui réinjecte dans le régulateur solaire. Pour moi, c'est un défaut. C'est pas normal. En tout cas, normalement, les onduleurs hybrides ne font pas ça. Donc c'est encore une raison de plus pour ne pas utiliser cet appareil-là. Et quand on mesure la tension, je la mesure ici, la tension, entre les deux bornes, bah, c'est les bornes des relais des résistances, hein, mais il n'y a pas de résistance de branché. Donc j'ai 25 volts. Donc lui, il en affiche 60, mais en réalité, il y en a 25. Donc on sait très bien qu'il a du mal à mesurer correctement, mais là, il nous affiche une tension qui n'est pas celle qui est réellement envoyée. Hein? Par contre, en régulateur solaire tout seul, il marche très bien. Dès que je vais l'éteindre, hop, voilà, on est à 5 volts. Lui, il envoie plus ou moins de tension sur les panneaux solaires en fonction de la tension des batteries. La mesure de tension des panneaux solaires est mauvaise, et que la tension qu'on retrouve aux bornes, là, c'est un résidu de la tension des batteries. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais souhaité. Donc on verra en situation. De toute façon, les panneaux ont une diode et produisent 300 volts. Donc en espérant que ça marche. La régulation ici a été testée, programmée. Les horloges, c'est pas facile à programmer, mais quand on a pris le coup, ça se fait bien. Je simule ici le fonctionnement avec une sonde. Bon, c'est la même sonde que ce qui sera là-bas, sauf que j'ai mis un fil volant, puisque c'est déjà câblé, qui permet de savoir si l'eau est chaude. Et ce qu'on va voir, c'est que pour le fonctionnement, là, on n'a absolument aucune résistance qui est en marche. Le petit voyant n'est pas en marche. Si on demande à ce que la température monte,
Il ne se passe rien du tout. Tout simplement parce que les conditions pour que les résistances soient en marche, c'est d'abord que la tension soit suffisante, c'est la priorité, au moins que les batteries soient à une tension suffisante, puis que le pourcentage batterie soit suffisant. Il y a 2 modes de charge. La première charge, il suffit tout simplement que les tensions soient bonnes, et la deuxième, que le pourcentage soit bon. Si le pourcentage est bon mais que la tension n'est pas bonne, on ne charge pas. Il faut maintenir en tension les batteries. Là, aujourd'hui, on est à 100% parce que quand on initialise le contrôleur batterie, il se met à 100%. Donc, on a déjà le pourcentage. Dès qu'on va faire monter la tension, les 2 résistances vont se mettre en marche. Donc, je vais le faire. Donc là, j'ai mis le chargeur. La tension, elle va monter petit à petit. Voilà, on est à 28,5 volts. Et au bout de 10 secondes, lui, il va s'enclencher. Ça va mettre les 2 systèmes de relais en marche. Voilà. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que bon, il y a le petit voyant rouge d'allumé qui dit que c'est bon. Et c'est la température qui gère. Donc si je dis que c'est assez chaud, donc je vais baisser le thermostat. Hop, voilà. C'est éteint. La tension est bonne. Le pourcentage est bon, mais la température est trop élevée. Donc la sonde a dit on arrête. Si on remonte la consigne, hop, ça se remet en marche. Donc ça c'est valable, il y a 2 sondes normalement. Il y en a une pour la résistance sur réseau et une pour la résistance sur solaire. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce montage, c'est que j'utilise des contacteurs de démarrage pour enclencher le courant continu. Je le fais depuis un petit moment maintenant au niveau des chauffe-eau photovoltaïques. C'est des contacteurs qui ont l'avantage d'avoir un grand déploiement de contacts à l'intérieur, c'est-à-dire c'est une lame de contact qui se déploie sur plusieurs centimètres. Et donc elle a un pouvoir de coupure élevé. C'est du 500 ampères, mais c'est fait normalement pour du 12 volts. Moi je l'utilise jusqu'à 100 volts, parce que c'est compatible dans le sens où ça fait un arc électrique suffisamment grand pour souffler l'arc. J'ai 2 montages. Alors sur le schéma, j'ai un premier contacteur qui coupe 2 résistances qui sont en série. Ces résistances qui sont en série font à peu près 1200 watts, une fois montées en série. Aux bornes de chaque résistance, il y a la moitié de la tension. Donc on se retrouve ici avec la moitié de la tension. Comme la tension est de 300 volts, en tout cas quand on ne consomme que 1200 watts, et bien ici on a 150 volts et ça devrait être suffisant. Par contre, ici, sur chacun des contacteurs, on va se retrouver avec une situation entre 200 et 300 volts. Et pour éviter d'avoir un problème, d'une part, ils sont mis en série. Donc, il y en a un qui coupe le moins et qui coupe le plus, en série avec la résistance électrique. Donc, je double le pouvoir de coupure. Mais pour éviter d'avoir un souci, je rajoute un condensateur. Ici, il y a un condensateur à courant continu. Normalement, il doit en avoir 3, mais je ne les ai pas reçus. Donc, j'en ai mis un là où c'est le plus risqué. Et ce condensateur qui supporte 400 volts, et c'est un 400 microfarads, mais 100 microfarads suffisent. Ce condensateur, ce qui se passe, c'est qu'au moment où le contact s'ouvre, eh ben lui, il est en situation de court-circuit, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un condensateur, le temps qu'il se charge, c'est un court-circuit. Donc au départ, quand le contacteur est fermé, il y a 0 volt aux bornes du condensateur, donc il n'est pas chargé. Et au moment où il s'ouvre, il y a une tension qui monte aux bornes. Et au lieu que ça crée un arc électrique à l'intérieur du contacteur, ça crée un courant à l'intérieur du condensateur. Et le temps que le condensateur se charge, eh bien, c'est suffisant pour que le relais s'ouvre complètement. Et une fois qu'il est complètement chargé, ou presque, il n'y a plus de courant qui passe dans ce condensateur, il n'y a donc plus de courant qui passe non plus dans la résistance électrique, le contact est ouvert. C'est un peu un soft contact, on va dire, c'est quelque chose qui amortit le contact. Et lorsqu'on va mettre sous tension, donc on aura la tension aux bornes, mais c'est la tension à vide qu'on a d'habitude, et ben au moment où on va connecter, on aura un petit peu plus d'énergie. Il y a le condensateur qui va se retrouver en court-circuit et qui va se décharger dans le contact. C'est pour ça que normalement, il ne faut pas un trop gros condensateur. Ça ne sert à rien de faire des courts-circuits sur des gros condensateurs. C'est intéressant avec un petit. Là, j'ai mis celui-ci. Bon, bah, s'il éclate, il y a une protection. Je suis censé en mettre 3, 9 qui vont arriver. Mais bon, en tout cas, quand on met en court-circuit, quand le contact se ferme, il y a un petit peu plus de courant qui passe à ce moment-là. Mais comme ça supporte 500 ampères et que le courant nominal est de 3 ampères avec la résistance, on est quand même large. Le contact va bien mieux supporter la mise sous tension que la mise hors tension. Donc ce condensateur-là est très important.
Alors, il reste encore quelques tests à réaliser pour vérifier différents appareils de mesure. Alors, j'ai mon alimentation stabilisée, c'est une alimentation de laboratoire que j'ai réglée sur 30 volts, que j'ai branché à la base des panneaux solaires. Alors, c'est pas suffisant pour démarrer le régulateur solaire, mais c'est assez pour observer le fonctionnement du voltmètre ici. Quand on baisse la tension, ça descend, et quand on monte la tension, ça augmente. Alors, c'est pas, on ne monte pas jusqu'à 100 volts, mais au moins je sais que mon appareil fonctionne. Pour vérifier mon ampèremètre, c'est pareil. Je mets en court-circuit 2 sources. Toc. Et là, j'ai bien... Alors, moi, j'ai 3 ampères ici, et j'ai bien 3 ampères ici. Si je veux faire varier, je baisse le courant sur le générateur. Donc là, si je me règle à 1 ampère, je suis à 1 ampère ici. Donc, ça fonctionne. Hop. Je remets ici. Voilà. Et quand j'éteins, tout descend. Voilà pour ça. Le dernier test consiste à tester les disjoncteurs différentiels. Alors j'ai reçu mon disjoncteur, je l'ai installé dans le coffret ici. On voit qu'il y a du courant, le compteur fonctionne. Il est assez simple de le tester avec le bouton test ici. Donc là on voit que le disjoncteur fonctionne. Mais si on veut vraiment connaître la valeur de disjonction, c'est-à-dire le courant et le temps de réaction, il faut utiliser un contrôleur d'installation comme celui-ci. Donc je vais vous montrer rapidement comment je m'en sers. Donc je le démarre. Là c'est un modèle CFRAM. Il est déjà réglé sur le test de différentiel RDC. On peut faire tout un tas de tests de continuité, d'ordre de phase, de mesure de terre, mais ici on va tester les différentiels. Je me suis calibré sur un 30 mA et lorsque je vais lancer le test, juste avant il va me donner les valeurs qu'il y a sur la prise de courant. Donc je me branche, ça me permet de vérifier ma prise. Alors le problème sur ce cordon d'origine, c'est qu'ils ont inversé le neutre et la phase. C'est le cas dans beaucoup de cordons. Donc il m'indique qu'il y a 1 volt entre la phase et la terre. Alors c'est pas vrai, c'est entre le neutre et la terre qu'il y a 1 volt. Mais je suis habitué, j'inverse. Donc là j'ai 228 volts, c'est la tension de mon onduleur. Et lorsque je lance le test ici, voilà. Alors on a coupé à 24 mA, il faut ça, comme c'est un 30 mA, la norme dit qu'il faut qu'il disjoncte à partir de 15 et qu'il soit coupé à 30. Donc là 24 c'est bon, et il me dit qu'il a réagi en 20 millisecondes. Donc là mon onduleur s'est mis en veille, le disjoncteur a sauté, je le remets en marche. J'avais demandé au passage j'avais commandé des compteurs analogiques avec des petits ronds qui tournent, là, des petits disques qui tournent, parce que en autonome, les trucs numériques comme ça, le problème c'est qu'ils consomment de l'énergie en permanence, et du coup pour mettre en veille l'onduleur c'est assez compliqué. J'ai reçu des numériques, je suis pas très content, je me suis plaint auprès du distributeur, mais bon, s'il ne consomme pas beaucoup ça devrait aller, mais moi ça empêche mon onduleur de se mettre en veille. Je vais essayer de le régler quand même. Alors le deuxième, on allume l'onduleur, il faut quand même allumer. Je déplace ma prise de courant. Voilà, il me dit qu'on a 230 volts, 231, et je relance le test. Voilà, donc j'ai disjoncté à 28,5 en 9 millisecondes, ce qui est plutôt bien. Là, il y a une tension de contact de 0,6 volts. C'est la base pour le déclenchement. Donc là on est bon, on peut faire plusieurs tests d'affilée quand on est un peu limite. Là on est quand même à 28,5, on se dit il est peut-être un petit peu rouillé, il a besoin de fonctionner un peu. On va voir si la deuxième fois il est plus haut ou plus bas. Plus bas, oui, il est plus sensible. On va faire une troisième fois pour le fun. Voilà, 27. On est bien, on est bien. Voilà pour ce dernier test. Le reste sera sur place. J'en profite pour vous montrer à nouveau la consommation de cet onduleur à vide. On a vu que celui-ci consommait 11 ou 12 watts. Quand il se met en veille, il en consomme presque 0. C'est 0,4, mais le contrôleur batterie a du mal à le mesurer. Et celui-ci, j'en avais parlé dans 2 précédentes vidéos, mais je voudrais refaire le test et bien spécifier quelque chose. Alors on va d'abord regarder le contrôleur batterie,
qui est à 0 watts. On va vérifier la tension et le courant. On est à 29,5 volts, c'est assez élevé, pour 0 ampère. Et on va faire le test avec une tension plus basse aussi. Ça peut avoir une influence. Je vais allumer l'onduleur. Voilà. Et au moment de l'allumage, on a eu un pic de 70 watts. Là, il commence à démarrer, on est à 72. Il s'est mis à 63. Et on va attendre un petit peu que le ventilateur s'éteigne. Voilà. Voici la consommation à vide de cet onduleur. J'ai bien pris soin de déconnecter tout le reste de l'installation, c'est-à-dire les mesures. Vous voyez, on peut pas mettre en marche. Les portes fusibles que j'ai sautées, j'ai bien éteint l'autre onduleur. J'ai appuyé sur le coup de poing. Et donc cet onduleur est actuellement en train de produire du 230 volts alternatif. On ne consomme rien dessus. Il n'a pas de mode économie d'énergie. Et on est à 57 watts. Alors, ça veut dire sous 29,47 volts, 1,9 ampères. On va faire un petit test. On va débrancher mon chargeur là. Hop. Et on va laisser la tension des batteries redescendre. On est déjà à 26 volts. On va voir s'il consomme toujours la même chose. Non. Vous voyez, il consomme moins. C'est-à-dire qu'on est en présence d'un onduleur qui, peu importe la tension en entrée, consomme un courant relativement fixe. Vous voyez, toujours, on est à 1,75 ampères. Plus la tension monte, plus il consomme. Et plus la tension baisse, moins il consomme. On est quand même à 45 watts. C'est assez élevé. Donc 44 watts. Là, on est à 25 volts. C'est une tension relativement standard. 1 ampère 73. Donc ça veut dire qu'en 24 heures, on a presque 40 ampères-heure de consommé sur la batterie. 40 ampères-heure en 24 volts, hein, c'est-à-dire 80 ampères-heure en 12 volts. Ça, si on veut mettre le même onduleur qui consommerait 40 watts sur en 12 volts, on aurait le double de courant. Ça veut dire qu'il faut 80 ampères-heure par jour à cet onduleur pour fonctionner. Comme en autonome, on a besoin en général de 5 jours d'autonomie. Donc on serait aux alentours de 400 ampères-heure de batterie dédiée uniquement pour sa propre consommation à lui. C'est énorme, en 12 volts, hein, 80 ampères-heure, 400 ampères-heure en 12 volts. C'est énorme juste pour le maintenir en marche pendant 5 jours. Donc ce type d'onduleur qu'on utilise souvent en plus pour des alimentations de secours, pour secourir une maison, on leur met 2 pauvres batteries de 200 ampères-heure, bah en fait elles servent à rien les batteries. S'il n'y a pas de panneau solaire, s'il n'y a pas assez de soleil pendant cette période-là, c'est blackout au bout d'un jour et demi. Hein. On a sur cette planche technique 2 opposés des technologies actuelles. Alors il y en a encore. Hein. L'onduleur de 3500 watts, 400 € à peu près. L'onduleur 2300 watts aux alentours de, je crois que celui-ci il est presque à 3000 €, pas loin. Donc on a pas un écart de 10, mais il y a encore d'autres modèles. Hein, mais la même marque fait des modèles plus intéressants en termes de prix, mais qui sont aussi très bien en termes d'économie d'énergie. On a un écart de 3 fois en termes de consommation à vide. C'est énorme. Enfin, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que celui-ci nécessite 3 fois plus de panneaux solaires pour lui. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais insister. On y reviendra quand on fera un petit test avec Victron aussi, pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration du risque électrique et de l'arc électrique qu'on peut avoir dans un contacteur. Lorsqu'on est en alternatif, on a une tension qui oscille en positif et en négatif et qui passe par 0 volts. Dans ce cas-là, notamment en 50 Hz, on a 50 chances par seconde de couper le courant. C'est relativement simple, alors qu'en courant continu, la tension, elle est tout le temps positive, donc on n'a pas de passage par 0, donc la coupure de courant se fait par soufflage de l'arc. C'est-à-dire qu'on a un arc électrique,
On a deux façons de le couper. Soit on met en œuvre un système de soufflage d'arc, c'est-à-dire c'est une petite cheminée qui est mise sur le contact, et comme l'arc électrique est très chaud, il va avoir tendance à monter dans cette cheminée et à s'allonger et finir par se couper. Nous, on ne peut pas faire ça ici, parce que ça, c'est des systèmes qu'on a plutôt dans les trains et dans les gros systèmes à fort courant. Là, on est à moins de 10 ampères, moins de 2 kW, donc on va utiliser plutôt la méthode qui est de multi-contact, c'est-à-dire on va allonger l'arc mécaniquement en rajoutant de l'air au milieu et en l'aidant à se couper. Donc moi, je vais vous montrer avec deux fils. Moi, je vais vous les montrer touche-touche, comme ça, j'ai le plus, j'ai le moins. Et puis, je vais mettre sous tension, vous allez voir la tension monter ici, le courant. Alors c'est l'alimentation d'une résistance, hein, c'est l'équivalent d'un poste à souder en fait. C'est pas vraiment un court-circuit que je vais faire, c'est vraiment un contact électrique. Et quand il va falloir que j'ouvre le contact, on va avoir un arc. Et puis je vais faire le test avec le condensateur aussi. Voilà, alors j'ai mis mes lunettes de soleil, je mets le courant. Donc je sais pas si vous voyez ici, on a 310 volts approximativement. Et dès que je vais les rapprocher, je vais faire un arc électrique. Voilà, tout petit. On a à peu près 3 ampères. Et quand il va falloir que je les sépare, il va y avoir un arc électrique plus grand. Vous voyez ? Je vous remontre un peu plus près. Donc là, le courant se fait. Et quand je m'écarte, on se retrouve à faire de la soudure. C'est relativement dangereux. Hein. J'abîme les fils. Hein. Ça, c'est les fils que je vais jeter après. Voilà, le courant passe. Vous voyez ? Donc on est sur une situation à risque si le contact se fait mal. C'est exactement ce qu'on a lorsqu'on a un mauvais contact sur des raccords solaires. Là on est en 300 volts, mais imaginez un onduleur réseau, un onduleur photovoltaïque qui est en 500 volts et dont le contact se fait mal. C'est-à-dire par exemple une cosse dans un panneau solaire, ou un panneau solaire lui-même qui a un problème d'isolation. Et ben on a ça. On a ça mais en permanence, vous voyez c'est une flamme. Et le courant passe, hein. Ça fonctionne. Hein. Pendant ce temps-là, le fil se consume. Mais la résistance fonctionne. Alors on va faire le test en mettant le condensateur maintenant. Je vais couper le courant. Alors voilà, alors le condensateur, lui, ce qu'il est censé faire, c'est au moment où on va créer un arc électrique, on va augmenter la tension entre les deux fils et le condensateur va se mettre à se charger. En se chargeant, il bifurque une partie de l'énergie électrique et normalement ça aide à couper l'arc. Alors on va voir si ça a une grande influence ou pas. Alors c'est un condensateur 400 volts. Alors à la mise sous tension, vous allez voir, on n'avait pas beaucoup de courant qui passait. Sauf que là on va en avoir un tout petit peu plus à la mise sous tension parce que le condensateur va être mis en court-circuit. Voilà, vous voyez. Donc là on a bien 4 ampères et au moment où on retire, hop, on n'a plus de courant. On n'a même pas d'arc électrique. Mise sous tension. On a 310 volts pour presque 4 ampères. Et au moment où j'enlève, rien du tout. Vous voyez, on a plus du tout le même fonctionnement. Le fait de mettre un condensateur, alors plus il va être gros, plus le choc électrique à la mise sous tension va être élevé. Moi, j'en ai commandé des plus petits. Là, c'est celui que j'avais en stock. Mais par contre, plus il va être petit, du coup, moins il va faire son travail. Alors là, maintenant, le prochain test, comme le 300 volts nous pose problème pour le régulateur qu'on a été obligé de changer, je vais passer en 200 volts. Le condensateur fera toujours très bien son travail. On a un arc électrique bien moins fort, mais du coup, il va se charger moins fort, donc le choc sera moins violent. Moi, ça me fait mal aux oreilles ici. Hein. Donc là, on va faire le contraire. On va voir si en rapprochant tout doucement, on a un arc électrique. Mais c'est relativement faible. Ça n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. On se refait un petit test sans le condensateur. Et là, ce qu'on va voir, normalement, on l'a déjà vu tout à l'heure, je vous ai mis un ralenti. On va voir quelle distance il nous faut avec 300 volts pour couper l'arc électrique. Alors, on y va. Et on essaie de séparer. Ah, j'étais à peu près à 2 cm. Hein. 2 cm et demi pour 250 volts. Moi, je sais que 1 cm 100 volts, c'est bien. Ah ah. Alors il faut savoir qu'un contacteur comme ça a 5 mm à peu près de jeu dans les contacts, c'est-à-dire il se décolle de 5 mm mais sur les deux contacts, donc ça fait à peu près 1 cm par contacteur. C'est pour ça que moi j'utilise un contacteur tous les 100 volts, ici il y en a 3. Mais c'est pas assez bon à mon sens, donc je vais baisser la tension. Donc mise sous tension, ce coup-ci le câblage est différent, nous sommes plutôt dans les 210-220 volts et la résistance électrique est en 220 volts elle aussi. Donc là on va voir ce qui se passe, j'ai pas mis le condensateur mais on va voir la différence d'arc électrique. Donc quand je fais ça, bah, ça tombe à 100 volts et ça fait 2 ampères et quand j'éloigne, il y a un arc électrique comme tout à l'heure mais qui est moins grand, moins impressionnant. On y va, voilà le courant passe et là, vous voyez,
peu près 1,5 cm à peine. Donc on est vraiment sur la moitié. Hein. Hop. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup moins fort. Donc moi je préfère être dans cette tension-là. On est proche de la tension des résistances électriques, c'est les installations que je fais d'habitude. Avoir beaucoup plus de facilité à couper le courant. Et l'arc électrique est moins violent, c'est-à-dire qu'on a moins de risque d'incendie. Allez, je coupe le courant pour recabler correctement.